Les préjugés, c'est une opinion qu'on se fait généralement avant de connaître la personne, donc au préalable. Les préjugés ne sont pas forcément négatifs. Je sais qu'il y a une connotation négative au terme, mais on peut avoir un préjugé favorable. Je pense que l'exemple le plus évident, c'est celui des personnes asiatiques qui sont toujours vues comme étant bons à l'école et en mathématiques en particulier. Mais quand on parle de préjugés à l'encontre de personnes ou de groupes racisés, on ne parle pas de préjugés favorables, on parle de préjugés assez négatifs. Et donc, ce qu'il y a à dire sur ces préjugés, c'est que très souvent, ils ne vont pas avoir une base réelle, un fondement réel, et qu'ils vont avoir tendance à essentialiser les personnes concernées. Qu'est-ce que je veux dire par essentialiser? C'est-à-dire qu'on va mettre toutes les personnes appartenant à ce groupe dans le même panier en disant, par exemple, qu'ils sont tous paresseux ou tous violents, des choses de ce genre. Et donc, ce sont des préjugés négatifs, essentialisants, et malgré le fait qu'il n'ait pas de fondement réel, ils ont un effet négatif qui, lui, est très concret sur ces personnes-là. Moi, j'ai grandi dans un quartier divers. Mes deux meilleures amies étaient d'origine jamaïcaine et indienne. Et on était entourés des voisines et des familles vraiment diverses culturellement. La diversité culturelle était un atout où je grandissais. Tout le monde était vraiment fier de leur culture, de leur pays. Ma bonne amie de jeunesse avait beaucoup de difficultés après l'école, après sortir de son secondaire, à avancer dans sa carrière. Elle était toujours dans une poste de vente et voulait vraiment avancer dans le domaine de la mode. Elle avait souvent des entrevues, mais souvent qu'elle ne réussissait pas. Donc, elle avait beaucoup de tristesse. Et moi, j'avais déjà avancé dans ma carrière, ça faisait plusieurs années. J'avais obtenu un appartement tout seul. Puis j'étais vraiment fière de mes travaux puis mon parcours. Quand je commençais à donner des conseils pour les entrevues, puis donner des conseils pour comment elle pourrait avancer, elle m'a répondu que je comprenais pas ses expériences comme être une femme avec du peau brun, comment elle a vécu ça, avoir un nom puis une voix qui était blanc ou blanche au téléphone, puis quand elle se présentait, elle faisait face à le racisme, des micro-agressions dans plusieurs cas. Et dans plusieurs cas, un candidat ou candidate blanche était choisi en place d'elle, même si elle avait des études ou des expériences similaires. Ça a créé un froid parce que je trouve où j'ai appris qu'elle était triste, que je pourrais pas comprendre son expérience, était un peu fâchée, peut-être de mon ignorance aussi. Puis, ce moment-là, cette conversation était un peu déclencheur pour comprendre que moi, j'avais un peu un bonus dans la vie avec mon couleur de peau. Puis son expérience n'était pas pareille comme la mienne, même si on a grandi dans le même quartier, en partageant beaucoup. On n'était pas dans la même mobilité sociale. Ayant grandi dans un village, un milieu, comme on dit, blanc, francophone, catholique, avec très peu de diversité, tout le monde avait l'impression d'être égaux et tout le monde avait l'impression de traiter les autres également. Et ça a pris des années avant que je fasse face à des situations où est-ce que je voyais l'iniquité. L'événement le plus marquant que j'ai vécu à ce niveau-là est quand un ami d'origine togolaise m'a parlé qu'il avait de la difficulté à recevoir des retours d'appel pour des applications d'emploi. Et il avait décidé de changer son nom à consonance africaine pour un nom à consonance anglaise. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à recevoir des retours d'appel
simplement en ayant changé son nom sur son CV. Et ça a été une prise de conscience pour moi à quel point où est-ce que certaines informations pouvaient amener à la discrimination sans avoir aucun lien avec les compétences des gens sur le marché de l'emploi. La discrimination positive est l'action d'octroyer des opportunités en priorité à des groupes de personnes ayant vécu des exclusions historiquement, par exemple les femmes, les gens de couleur, en raison de la religion aussi, ou les handicaps quelconques. De manière générale, la race est un élément qui suscite beaucoup de réactions très vives lorsqu'on parle de discrimination positive parce qu'au Canada, le racisme est une chose qui est souvent niée, en fait. Je dirais que ça fait au moins 50 ans qu'on sait, qu'on connaît, qu'on nomme les questions raciales, qu'on sait les effets qu'ils ont sur les groupes concernés, mais que les mentalités ne changent pas. Dans ce sens, la discrimination positive est un outil politique très efficace parce qu'il permet justement de pallier à la lenteur dans le changement des mentalités. Je dirais que mes premières interactions avec les concepts de discrimination positive, ça s'est produit dans le temps où j'étais au cégep. C'est dans le même moment où on entendait beaucoup parler des changements au niveau de l'administration américaine qui parlait d'abolir la discrimination positive pour engager dans la fonction publique américaine. Puis à l'époque, je trouvais que c'est une très bonne idée. Je me demandais pourquoi que, à talent égal, à compétence égale, une personne devait être avantagée par rapport à un autre, par rapport à son origine culturelle ou ethnique. À ce moment-là, je voyais ça comme une injustice envers comme on pourrait dire, envers les gens comme moi, les gens natifs de la région. C'est avec le temps que ma réflexion a changé à ce niveau-là. Je reconnais que la discrimination positive a un effet merveilleux sur nos communautés, à aider à une intégration plus facile. Les gens issus de l'immigration arrivent avec une nouvelle difficulté, des choses à apprendre, des nouveaux systèmes, que ce soit au niveau gouvernemental, gouvernance sociale, financière, et faire partie de la solution. En fait, c'est de les intégrer avec nous et ne pas avoir d'arrière-pensée, ne pas avoir de jugement et s'assurer qu'ils prennent leur place au sein de nos communautés d'une façon confortable avec le support nécessaire et de ne pas hésiter à s'impliquer dans leur intégration. Le travail invisible est un enjeu méconnu lié à la discrimination positive. Ça consiste à avoir des comportements qui vont nous dissocier de certains préjugés ou images négatives. Par exemple, le fait de percevoir les gens de couleur comme des gens agressifs ou incompétents. Donc, les femmes noires vont, par exemple, sourire énormément, prendre soin de leur apparence. D'autres personnes de couleur vont montrer leur diplôme universitaire, leur résultat scolaire pour avoir l'air intelligent et compétent. Le but ultime de ces comportements, c'est d'éviter des biais inconscients potentiellement. L'autre but aussi d'avoir ces comportements, c'est d'éviter ce qu'on appelle le tokenisme ou l'antiracisme de surface. Le tokenisme, en fait, c'est lorsqu'une institution embauche des personnes de couleur ou ayant des handicaps pour paraître antiraciste, antidiscriminatoire ou éviter des accusations de antiracisme. Le but recherché n'est pas l'inclusion de ces personnes. Le but recherché, c'est vraiment de ne pas paraître discriminatoire. Pour être antiraciste, il faut que la partie dirigeante ou le leadership d'une institution promouvoie et met de l'avant de manière publique les compétences de la personne racisée qui a été embauchée. Cela a pour effet de faire que la personne racisée se sente accueillie dans l'établissement et ça renvoie une image positive aussi de ses compétences. Donc, c'est assez simple, mais c'est très efficace.
je me vois plus dans le processus de solution. Je fais plus partie de la solution et j'ai beaucoup moins la gêne que j'avais à l'époque d'être un observateur et simplement dire non, moi je le fais pas, à passer vers l'action, vers le non seulement je fais partie de la solution, mais je veux que les autres, que mon entourage prennent conscience qu'eux aussi peuvent faire partie de la solution. Cette prise de conscience, cette expérience, cette conversation m'a donné la honte. J'étais déçue de moi-même, de connaître cette belle personne pour la plupart de ma vie, puis ne pas comprendre que ses expériences étaient différentes que les miennes. Quelques années après cette conversation, j'ai vraiment commencé à embarquer dans la lecture à propos de la mobilité sociale, de comprendre la privilège blanche, qu'est-ce que ça m'a donné dans la vie, un peu pour guérir moi-même puis la perspective de moi-même dans cette situation. Et finalement, en 2018, j'ai réappelé mon ami pour un peu avouer ma honte, ma tristesse de mes pensées, mon ignorance durant ce temps-là, puis durant le temps où on grandissait ensemble, puis toutes les petites choses que j'avais manquées, peut-être de son expérience ou comment moi, j'étais un peu impliquée dans sa tristesse ou des pensées racistes qui ont influencé sa vie aussi. Je trouve ça maintenant un projet pour la vie, un peu de comprendre les expériences d'autres, puis l'expérience de moi-même et les privilèges que j'ai dans la vie.